Quand j'étais enfant, mon père a été diagnostiqué avec la schizophrénie et cela est rapidement devenu très grave. Il a commencé à penser que le FBI était après lui, devenant extrêmement paranoïaque. Il a même eu des ennuis judiciaires pour avoir abusé du 911, d'après ce que ma mère m'a dit. Il a commencé à se lier d'amitié avec une variété de personnes très louches, y compris d'autres personnes atteintes de maladies mentales, des ivrognes, des toxicomanes, des prostituées et des sans-abri. Un jour, il n'est pas rentré du travail. C'était avant que les téléphones portables ne soient populaires. Lorsque ma mère a appelé son travail, ils ont dit qu'il était parti à l'heure habituelle et que tout semblait normal. Elle a appelé nos membres de famille et certains de ses vrais amis d'avant qu'il ne tombe malade. Mais personne ne savait où il était, ni ne l'avait vu. Quand il n'est pas rentré à la maison pour l'heure du coucher, ma mère a appelé la police et leur a expliqué que mon père était parti sans aucun de ses effets personnels, sauf son portefeuille et sa voiture, et que personne ne savait où il était. Ils ont finalement accepté de déposer un rapport de disparition. Sa voiture a été retrouvée abandonnée devant un centre commercial 2 semaines plus tard, dans le New Jersey, à 320 km de notre domicile dans le Maryland. Depuis, il n'y a eu aucune activité sur ses cartes de crédit, aucune nouvelle de sa famille ou des amis, et le détective chargé de son dossier suspectait un meurtre. Il n'y a eu aucune évolution dans l'enquête jusqu'à 15 ans plus tard, quand j'étais à l'université, à 10 heures de route de ma ville natale, vivant dans une maison louée en dehors du campus avec quelques amis. Un jour, alors que j'étais en cours, 2 hommes d'âge moyen, en mauvais état, ont frappé à ma porte et d'un ton très poli, ont demandé à me parler en utilisant mon nom complet, disant qu'ils étaient des amis de mon père. Mon colocataire m'a dit qu'ils avaient l'air sympathiques au début et qu'il avait commencé à leur poser des questions normales, comme qui ils étaient, s'ils voulaient me laisser un message et comment je pouvais les joindre quand je reviendrais. Ils ont donné des réponses très évasives, comme s'ils tentaient d'éviter de révéler qui ils étaient vraiment. Et ils ont posé d'autres questions sur moi, comme où je me trouvais actuellement, s'ils pouvaient obtenir mon numéro de portable et si la voiture dans l'allée, avec une plaque du Maryland, m'appartenait. Mon colocataire m'a dit qu'il avait commencé à avoir un mauvais pressentiment à leur sujet, et qu'il avait dit qu'il allait appeler la police avant de leur claquer la porte au nez. Ils se sont immédiatement enfuis. Mon colocataire a travaillé avec un artiste de croquis affilié au détective de l'enquête sur mon père. Personne ne les a reconnus et nous n'avons jamais plus entendu parler d'eux. Voici une histoire de mon passé. Cela s'est passé il y a environ 32 ans dans l'est du Texas. Mes parents ont divorcé quand j'avais 16 ans. Mes frères et moi vivions avec ma mère et mon père venait nous rendre visite de temps en temps, mais pas de manière régulière. Il était joueur, l'une des raisons de leur séparation, et il avait tendance à ne pas venir quand il était fauché. Mais lors des rares occasions où il gagnait gros, il venait dépenser de l'argent pour nous avant de disparaître à nouveau. Mon père disait qu'il travaillait comme chauffeur de navette pour un hôtel local. Il nous a dit à mes frères et à moi que ce travail était juste une couverture et qu'en réalité, il travaillait pour le crime organisé, qui selon lui, possédait l'hôtel. Il disait que son vrai travail consistait à se rendre dans divers endroits de la région pour récupérer des fugitifs fuyant les forces de l'ordre et les ramener à l'hôtel pour les cacher. Mon père disait qu'il finirait par partir, mais qu'il ne savait pas comment cela se passait précisément. Mon père avait toujours tendance à exagérer ou à mentir carrément, donc mes frères et moi pensions qu'il racontait n'importe quoi, et on ne pensait pas vraiment à ses affirmations jusqu'à ce qu'un événement étrange se produise et que mon père disparaisse. C'était en 1988. J'avais 22 ans et j'étais étudiant à l'université, toujours chez mes parents. Je travaillais comme DJ à temps plein dans une station de radio locale de 22h à 7h. Mon frère du milieu, qui avait 19 ans, louait un appartement avec son ami et travaillait à Dairy Queen. Mon plus jeune frère n'avait que 9 ans et vivait toujours à la maison avec ma mère. Un jour, mon frère de 19 ans a appelé ma mère et moi pour nous demander si nous savions où était mon père. Il a dit que des hommes étaient venus à Dairy Queen, là où il travaillait, et lui avaient demandé s'il avait vu son père récemment. Il leur a répondu honnêtement qu'il ne l'avait pas vu ni entendu depuis des mois, ce qui était tout à fait vrai.
Mon frère a dit que ces hommes n'avaient pas révélé leur identité, mais semblaient satisfaits et sont partis. Il se demandait si ces hommes ou d'autres personnes nous avaient contactés pour nous demander où était mon père. Mais pour nous, c'était la même chose. Nous n'avions pas de nouvelles de lui depuis des mois. Le lendemain, mon frère a dit que les hommes étaient revenus à son travail et cette fois, ils portaient des badges se disant agents du FBI. Il a dit qu'ils étaient très agressifs et lui ont exigé de leur dire où était mon père. Mon frère a continué à insister qu'il ne savait pas et qu'il avait entendu dire qu'il travaillait dans un hôtel comme chauffeur de navette. Cette expérience l'a perturbé et il a appelé ma mère et moi à nouveau. Ma mère, inquiète, a appelé l'hôtel où mon père travaillait. L'homme qu'elle a eu au téléphone lui a dit que mon père avait disparu depuis des semaines et qu'il n'avait aucune idée de où il se trouvait. Le lendemain, mon frère était au travail lorsque son colocataire a appelé pour dire que quelqu'un était apparemment allé dans leur appartement. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a trouvé la porte-fenêtre ouverte et l'appartement complètement fouillé, mais rien ne semblait manquer. Bien sûr, lorsque mon frère a appris la nouvelle, il était très perturbé. Il est allé à l'appartement et a constaté qu'en effet quelques-uns de ses effets personnels manquaient. Mais avant que j'aille plus loin, je devrais mentionner que mon frère était un jeune père à cette époque. Les objets manquants étaient un carnet d'adresses, un ours en peluche qu'il avait acheté pour son fils et une photo de son fils qu'il gardait dans sa chambre. C'était un message. Nous étions tous dans un état de colère, de peur et de paranoïa. Nous sommes allés au bureau local du FBI pour déposer une plainte et leur dire une bonne fois pour toutes que mon frère ne savait pas où était mon père. Comme vous pouvez l'imaginer, le FBI a affirmé qu'il n'était pas au courant de l'affaire et nous ont dit qu'ils ne cherchaient pas mon père du tout et qu'aucun de leurs agents n'avait contacté mon frère. De plus, lorsque ma mère leur a dit que mon père prétendait travailler pour le crime organisé, le FBI n'a ni confirmé ni nié que l'hôtel avait des liens avec la mafia, ni s'il y avait une enquête en cours. Ma mère a appelé l'hôtel à nouveau et a dit au manager que quelqu'un cherchait mon père et qu'il terrorisait mon frère, et lui a carrément demandé si les dires de mon père sur le crime organisé étaient vrais. L'homme a ri et lui a dit qu'il n'y avait pas de mafia. Alors que nous essayions de comprendre tous ces détails étranges, nous nous demandions pourquoi seul mon frère était harcelé et pas ma mère ou moi. C'est alors que je me suis souvenu d'un événement étrange qui m'était arrivé 2 ou 3 semaines avant. Comme je travaillais la nuit, j'étais souvent éveillé au milieu de la nuit pendant mes jours de congé sans rien à faire. Une nuit, je suis allé à l'entreprise de câbles locale où un ami travaillait comme opérateur de système informatique, juste pour passer quelques heures avec lui et papoter. Il était environ 3h30 du matin. Il avait un gros projet de réparation d'ordinateur à faire cette nuit-là, donc il était temps pour moi de repartir. Dès que j'ai quitté le parking de son entreprise, une voiture s'est immédiatement mise derrière moi en me collant aux fesses. Elle est apparue de nulle part et m'a fait flipper. La voiture avait aussi ses feux de route allumés, ce qui rendait difficile de voir quoi que ce soit. Je ne pouvais rien distinguer, ni la marque de la voiture, ni combien de personnes étaient dedans, ni ce à quoi elle ressemblait. J'ai changé de voie pour laisser la voiture passer, mais elle est restée derrière moi. Je me suis déplacé à nouveau et ils ont fait pareil. Je me suis arrêté à un feu et me suis mis dans la voie de gauche avec mon clignotant allumé. Et la voiture m'a suivi. Le feu est passé au vert et comme il n'y avait pas d'autre circulation autour, je suis parti en trombe pour traverser l'intersection et me retrouver dans la voie de droite, essayant de les semer, mais ils sont restés derrière moi. J'ai tourné dans un quartier pour essayer de les semer, mais ils m'ont suivi tout du long. Finalement, je suis arrivé à une intersection et j'ai pris la direction du 7-Eleven au coin. Je suis sorti en courant et j'ai dit au caissier qu'il y avait quelqu'un qui me suivait et que ma vie était en danger. En faisant cela, j'ai vu la voiture qui me poursuivait traverser le parking de la station-service et pour la première fois, j'ai pu voir la voiture. Je n'ai pas pu identifier la marque ni le modèle, mais c'était une voiture beige à 4 portes et il y avait 2 hommes dedans. Après être passés devant le magasin, ils ont quitté le parking. Le caissier m'a ignoré et m'a dit que j'exagérais.
que ce n'était probablement que des enfants qui faisaient les fous. J'ai finalement quitté l'endroit, mais j'étais toujours très perturbé, et je ne voulais pas rentrer directement chez moi, de peur qu'ils ne me suivent. Après ce qui venait de se passer, je ne voulais pas qu'ils sachent où je vivais, alors j'ai préféré me rendre à mon travail. Je savais que le DJ de cette nuit-là serait mon amie Paula, alors j'ai décidé de lui rendre visite pendant qu'elle était à l'antenne, peut-être pour en faire un segment. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et j'ai traîné pendant environ 2 heures. Elle aussi pensait que c'était probablement une blague et cela m'a aidé à me calmer un peu. Cela faisait plus de 2 heures depuis le premier incident et je rentrais enfin chez moi. En arrivant dans la rue près de mon appartement, j'ai vu cette même voiture sortir de mon parking. Lorsqu'elle est passée devant moi, ils ont allumé leur feu de route. Ça ne pouvait être que... J'ai paniqué, je suis rentré précipitamment et j'ai appelé Paula à la station de radio, lui racontant ce qui venait de se passer. « Oh mon Dieu, il t'attendait chez toi. Tu dois appeler la police tout de suite. » Mon esprit était en ébullition en me demandant comment ils pouvaient savoir où je vivais, pourquoi ils m'avaient attendu pendant 2 heures, et quand ils m'ont enfin vu, ils ont juste allumé leur phare et c'est tout. Rien de tout cela ne faisait de sens pour moi. En me souvenant de cet événement et en le mettant en relation avec la visite du FBI chez mon frère et le cambriolage de l'appartement, il est devenu évident que tout était lié. Je n'y avais pas pensé avant, mais maintenant je me souvenais que la voiture que je conduisais m'appartenait avant. Mon père me l'avait donnée environ 2 mois avant cela, lorsqu'il en avait acheté une nouvelle. Si quelqu'un cherchait mon père, il avait peut-être pensé que j'étais lui, et quand ils m'ont vu revenir chez moi, ils ont réalisé que ce n'était pas lui et sont partis. Mais qui nous harcelait et pourquoi? Où était mon père? Ma mère, mon frère et moi sommes allés au poste de police pour déposer une déclaration de disparition et avons parlé à un détective très gentil. 5 jours plus tard, nous avons reçu un appel de lui. Il s'est avéré que mon père avait disparu parce qu'il devait plus de 50 000 $ en dette de jeu. Le détective a confirmé qu'il travaillait pour des personnages peu recommandables, mais qu'il n'était pas exactement lié au crime organisé. Il n'était pas sûr que mon père ait vraiment transporté des fugitifs, mais le détective a dit qu'il était probablement caché quelque part au Nevada et qu'il avait parlé avec lui au téléphone. Il était vivant et en sécurité, mais il se cachait. Nous lui avons ensuite demandé qui étaient ces hommes qui harcelaient mon frère et moi. Le détective a expliqué qu'il n'était pas rare que des chasseurs de primes ou des collecteurs de dettes se fassent passer pour des agents de la loi et harcèlent des gens. Mon frère a ensuite demandé comment ces hommes étaient parvenus à entrer dans son appartement. Le détective a dit qu'une porte-fenêtre était assez facile à ouvrir et qu'ils avaient probablement volé le carnet d'adresse en espérant retrouver mon père. Ils ont aussi pris l'ours en peluche et les photos pour effrayer mon frère, ce qui a parfaitement fonctionné. J'ai alors demandé au détective pourquoi les hommes n'avaient harcelé que mon frère et pas ma mère et moi, sauf une seule fois. Il a été révélé que mon père avait utilisé mon frère comme référence dans sa demande d'emploi à l'hôtel et avait mis son adresse et son numéro de téléphone à sa place. Les faux agents du FBI ont probablement pensé qu'il était proche de mon père et maintenait des contacts avec lui. Finalement, mon père est revenu en ville et a agi comme si de rien n'était. Il n'a jamais parlé de cet incident et nous ne l'avons jamais évoqué. Je suppose qu'il a fini par rembourser l'argent qu'il devait. Je ne connais pas les détails à ce sujet, mais voilà, c'est mon histoire. Avant que les téléphones portables ne soient répandus, j'étais une mère dans la trentaine qui venait de conduire mes enfants chez le pédiatre. Le cabinet du médecin était à Mon, en Géorgie, à environ 1 heure de chez nous, et j'ai emmené les 2 plus jeunes de mes 3 enfants, âgés de 1 et 3 ans, pour leur rendez-vous programmé. Comme nous vivions loin de là, le cabinet nous donnait les 2 derniers créneaux de la journée, et j'en étais reconnaissante. Le médecin venait de construire un nouveau bâtiment à l'extérieur de l'autoroute, donc l'endroit était assez isolé dans toutes les directions, mais c'était un bâtiment beaucoup plus joli que l'ancien près de l'hôpital. Son nouveau bâtiment était également assez éloigné sur le grand terrain. Mon Jeep Cherokee noir était l'un des 4 ou 5 véhicules présents sur le parking lorsque nous sommes arrivés.
J'ai garé ma voiture près de la porte d'entrée, sorti les enfants de leur siège d'auto et nous avons attendu pendant environ 1 heure avant de voir le médecin. Après avoir consulté le médecin, payé et enfin quitté le cabinet, mon Jeep était le seul véhicule encore sur le parking. J'ai rechargé les enfants dans leur siège auto pour le long trajet du retour, mais lorsque la réceptionniste a verrouillé les portes en verre de l'entrée, ma voiture n'a tout simplement pas démarré. Chaque fois que je tournais la clé, il y avait juste un bruit étrange de cliquetis. J'ai rassemblé les enfants une fois de plus, frappé à la porte d'entrée jusqu'à ce que quelqu'un nous laisse rentrer, puis j'ai demandé à utiliser leur téléphone pour appeler un garage à proximité. Je l'ai trouvé dans l'annuaire. Le responsable du garage m'a dit qu'il arriverait bientôt, mais que cela pourrait prendre un certain temps. Je lui ai donné ma localisation et suis retourné dans le Jeep. J'ai abaissé les fenêtres et remis les enfants dans leur siège auto une fois de plus. Puis nous avons attendu. Nous avons regardé les lumières s'éteindre dans le bâtiment, et tout le monde a quitté le parking un par un, les voitures des employés partant de l'autre côté du bâtiment, nous laissant complètement seuls. J'ai passé pas mal de temps à m'occuper des enfants, fouillant dans notre voiture à la recherche de snacks et de bouteilles, et en veillant à ce qu'il n'ait pas trop chaud. Bien que l'agent du garage ait dit qu'il pourrait être un peu long, j'ai été surprise de voir un camion arriver dans le parking désert, et bientôt, un homme en est sorti. Il a souri, hoché la tête et a dit qu'il allait soulever le capot. C'était un homme d'âge moyen, un peu échevelé. Mais honnêtement, la plupart des gens que je connais qui travaillent sur des voitures ont souvent cet aspect à la fin de la journée. J'ai été simplement reconnaissante qu'il soit là pour nous aider. Je me suis à nouveau assise dans le siège du conducteur, la porte ouverte, attendant qu'il me dise d'essayer de démarrer le moteur. Mais il semblait prendre beaucoup de temps à vérifier toutes les connexions. Je voulais qu'il prenne simplement ses câbles de démarrage ou quelque chose du genre, mais il ne l'a jamais fait. Sans sortir de la voiture, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a répondu « Oh, c'est juste un fil desserré, ce n'est pas la batterie », et a continué de travailler sur le moteur. Je ne pouvais pas voir son visage depuis mon siège, mais ses mains étaient légèrement visibles à travers l'espace étroit entre le pare-brise et le capot levé. Plus d'une fois, il a répété que c'était juste un fil desserré. « Vous pouvez venir ici rapidement, je vais vous montrer lequel pour que cela ne se reproduise plus. » Je me suis souvenu d'avoir souri et secoué la tête, en disant qu'il n'y avait pas de raison de me montrer quoi que ce soit, car je ne connaissais rien aux voitures. Je l'ai remercié poliment et suis resté dans mon siège, attendant toujours qu'il me dise de tenter de démarrer. À un moment donné, je me suis dit qu'il semblait vraiment flirter avec moi, en parlant. J'essayais d'être gentil et poli, pensant qu'il essayait de nous aider. Mais nous étions fatigués, nous avions chaud et nous étions mal à l'aise. Et honnêtement, je me sentais distraite avec les enfants. Il semblait de plus en plus frustré par le fait que je ne voulais pas sortir et regarder le moteur. Je me souviens avoir pensé que je ne voulais certainement pas l'énerver au point qu'il parte et nous laisse là, seuls, avec le soleil qui se couchait si vite. Et là, la chose la plus étrange se produisit. Un autre camion entra soudainement dans le parking, et dès qu'il arriva, l'homme ferma violemment le capot, courut vers son camion et s'éloigna en voiture sans dire au revoir. J'étais à la fois confuse et un peu anxieuse. Pourquoi partait-il si brusquement ? Je n'avais aucune idée de ce qui arrivait. Je me sentais un peu nerveuse qui nous laisse là, seuls, avec mes 2 petits complètement sans défense. Pourquoi ne serait-il pas resté ou n'aurait-il pas parlé à celui qui venait d'arriver ? Cela me semblait un comportement courtois. Je regardais autour de moi, de nouveau consciente qu'il n'y avait pas de voiture visible sur la route, pas de maison ni de commerce à proximité, et le soleil continuait de se coucher. Il faisait presque nuit quand un nouveau camion non marqué s'arrêta à côté de nous. Je sortis de la voiture encore une fois, cette fois un peu plus nerveuse en sortant. L'homme se présenta immédiatement. Sa voix et son nom correspondaient à celui à qui j'ai parlé au téléphone plus tôt. Il m'appela par mon prénom et s'excusa d'être si en retard. Il me demanda ensuite qui était cet homme qui venait de partir. Soulagé et abasourdi, je souris et répondis « Eh bien, je ne sais pas, je pensais que c'était vous. » Nous avons tous les 2 ri, puis il prit ses câbles de démarrage, marcha devant ma voiture, souleva le capot et se remit à travailler.
Je retournai m'asseoir dans le siège du conducteur, soudainement reconnaissante que, avec un peu de chance, l'air conditionné allait enfin fonctionner à plein régime. Alors que j'écoutais l'homme me dire de tenter de démarrer le moteur, j'avais complètement le dos tourné en vérifiant les enfants. Il me surprit en venant soudainement près de la porte du conducteur, et il dit d'une voix très inquiète « Madame, est-ce à vous cela ?» Lorsque je regardai dans ses mains, il tenait un objet très long, semblable à une dague, d'environ 1,5 pied de long. Elle semblait très vieille, recouverte de rouille, et à une extrémité, il y avait de minuscules trous circulaires, comme si c'était un mélange entre une épée et une paire de ciseaux. Je me souviens avoir été étonné, mais pas effrayé. Je lui ai demandé où il l'avait trouvé, et il m'a répondu « C'était sous votre capot ». Je lui ai simplement dit que je ne l'avais jamais vu auparavant. Il est resté là à regarder l'objet, visiblement pâle, comme s'il n'arrivait pas à trouver les mots. Il ne dit rien de plus. Il posa l'objet sur le trottoir, monta dans son camion et me fit signe d'essayer de démarrer la voiture. Lorsque le moteur démarra finalement, mon petit de 3 ans cria de joie. Je mis immédiatement l'air conditionné à fond, roulai toutes les fenêtres et dirigeai les bouches d'aération vers les sièges arrière avant de tendre la main vers mon sac à main pour payer. Je sortis de la voiture et fis quelques pas vers lui pour qu'il me dise ce que je devais lui devoir. Mais au lieu de me donner la facture, il passa devant moi et reprit l'objet étrange. « Madame, je veux que vous regardiez cela encore une fois, » dit-il en le tendant pour que je puisse l'examiner de plus près. Cette fois, je m'approchai un peu plus et regardai vraiment l'objet dans ses mains. Il paraissait toujours aussi énorme, possédant une sorte de qualité de baïonnette, à l'exception des petits trous à l'extrémité. Je n'avais jamais rien vu de pareil et je lui dis. Alors qu'il le tenait, il parla doucement, comme s'il essayait désespérément de me faire comprendre quelque chose. Mais je ne comprenais toujours pas. « Ce n'était pas caché dans votre moteur, madame. C'était posé juste au-dessus, ce qui signifie qu'on venait de le poser. » J'ai secoué la tête et souri. « C'est très vieux et très rouillé. » À cela, il me répondit en pointant plus près de l'objet. « Oui, mais voyez-vous comme il est tranchant ? Cette lame a l'air d'avoir été récemment aiguisée. » Quand je regardais de plus près, il avait raison. La forme de la dague était inhabituelle, mais la caractéristique la plus étrange était la netteté de la lame, l'extrémité étant brillante là où la rouille avait été enlevée. En payant, ces derniers mots furent « Je ne sais pas ce qui allait se passer ici, mais je suis vraiment content d'être arrivé quand je l'ai fait. » Il me remercia discrètement en prenant le paiement, puis me dit que je devais probablement contacter la police en rentrant chez moi. Il me demanda où je voulais qu'il mette la dague. Je ne voulais même pas la regarder, mais j'ouvris la fenêtre arrière pour qu'il puisse la mettre dans le coffre. Nous avons quitté le parking ensemble, lui tournant dans une direction et moi dans l'autre, empruntant la petite route sinueuse qui nous ramènerait chez nous à 1 heure de là. Une fois arrivé chez moi et les enfants en sécurité à l'intérieur, j'ai bien sûr contacté la police. L'agent au téléphone écouta poliment, mais refusa lorsque je proposai d'apporter la paire de ciseaux ressemblant à une épée. On m'a dit que cela ressemblait à une paire de ciseaux chirurgicaux spécialisés, d'après ma description et mes mesures par téléphone, ce qui m'a beaucoup perturbé. Je me suis demandé comment il aurait pu savoir cela. J'ai essayé de ne toucher aucune surface, espérant qu'un jour, il pourrait trouver des empreintes ou tester l'objet pour l'ADN. Mais l'agent semblait s'ennuyer de l'histoire. Son attitude laissait entendre que l'urgence était passée et que cet appel n'avait plus aucune importance. À la toute fin de l'appel, comme pour pimenter un peu les choses, il me suggéra que, vu la situation, j'avais eu beaucoup de chance et qu'il serait peut-être bon de garder les ciseaux pendant quelques jours, au cas où quelqu'un de son bureau me rappellerait plus tard. Je les ai soigneusement enveloppés dans du papier journal et les ai placés dans une unité de stockage derrière ma maison, où ils sont restés pendant plusieurs années, intacts jusqu'à ce que nous ne déménagions. Ne voulant pas les transporter à travers plusieurs États, je les ai finalement jetés dans la poubelle. Si vous consultez les anciens rapports de presse, plusieurs femmes ont disparu partout dans l'État de Géorgie. Certains corps ont été retrouvés, mais d'autres restent disparus à ce jour. Je me suis souvent demandé
Ce qui se serait passé si cet homme du garage n'était pas arrivé quand il l'a fait. Est-ce que mes enfants auraient encore une mère? Est-ce que j'aurais encore mon fils et ma fille? Aurais-je manqué toutes ces années avec eux? Je suppose que je ne le saurai jamais. Mais ce jour-là, j'ai appris quelque chose de très important sur moi-même. J'avais toujours cru que j'étais assez consciente de mon environnement, assez douée pour lire les gens et rester en sécurité. Mais ce jour-là, parce que j'étais épuisé, que j'avais chaud et que j'étais perdu dans une ville étrangère, mon bon sens et mon intelligence m'ont tout simplement quitté pendant un moment. Et cela m'a presque coûté la vie. L'histoire se déroule à l'été 2006, lorsque deux groupes de touristes empruntèrent le sentier de randonnée maintenant fermé du mont Robson en Colombie-Britannique. Ce qui s'ensuivit fut l'un des cas de disparition les plus étranges de l'histoire de la province. En tant que fils de l'une des randonneuses de cette journée, j'ai naturellement voulu savoir ce qui s'était exactement passé. Longtemps après la fermeture de l'enquête, j'ai continué à chercher des réponses. Voici ce que j'ai découvert, basé sur des témoignages oculaires, les dossiers de la police et des données météorologiques. La journée a commencé un peu fraîche pour la saison, mais pas assez pour être considérée comme dangereuse. Le guide de randonnée sépara les randonneurs en deux groupes. Le groupe A, le groupe rapide, et le groupe B, le groupe tranquille, ce qui était une manière diplomatique de dire qu'ils étaient lents. Ma mère, une randonneuse passionnée, fut placée dans le groupe A. Il paraît qu'il y avait une blague récurrente entre les guides. Celui qui atteignait le sommet en dernier devait porter des chaussettes vert fluo embarrassantes lors de la prochaine excursion. Mais pour être équitable, on promettait également que cette personne pourrait diriger le groupe plus rapide lors de la prochaine sortie. C'est ainsi qu'on expliquait les chaussettes très peu fashion portées par le guide du groupe A ce jour-là. Les deux groupes étaient censés atteindre le sommet vers midi. Le groupe A devant arriver environ 1 heure avant le groupe B. Chaque groupe avait une paire de talkie-walkie pour des raisons de sécurité. La randonnée elle-même était considérée comme relativement sûre, empruntant plusieurs fois des routes panoramiques pour éviter les zones dangereuses potentielles. Il n'y avait qu'une seule voie pour monter et une seule pour descendre. Le groupe A partit rapidement sur le sentier, tandis que le groupe B traînait derrière. Ils avaient parcouru environ 23% du trajet lorsque ma mère glissa sur une roche recouverte de mousse et se tordit la cheville. Un des membres du groupe A utilisa le talkie-walkie pour contacter le groupe B qui portait la trousse de premier secours. À ce moment-là, le groupe B était un peu moins d'une demi-heure derrière. Ne voulant pas ternir leur réputation de groupe rapide, le groupe A insista pour continuer sans ma mère. Ils la laissèrent près du sentier avec un guide et un talkie-walkie de rechange, puis reprirent leur ascension. La température devenait plus confortable à ce moment-là, donc le guide et ma mère n'avaient pas besoin de prendre des mesures spéciales pour se réchauffer en attendant que le groupe B les rejoigne. Pendant les 30 minutes suivantes, tout le monde resta en contact via les talkie-walkie, et tout semblait aller bien. Le groupe B finit par rattraper ma mère et l'aida à soigner sa cheville. Ils appelèrent le groupe A pour vérifier leur progrès, et à ce moment-là, ils étaient presque arrivés au sommet. Une fois qu'elle fut soignée, ma mère aurait pu choisir de redescendre avec un guide, mais elle décida de continuer avec le groupe B. Je suppose qu'elle tenait vraiment à voir le sommet. C'est là que les choses deviennent bizarres. Vers 10h55, une brusque augmentation de la température et de la pression atmosphérique fut enregistrée, selon les données météorologiques. Il y eut un pic d'environ 15 degrés, qui se dissipa au moment où les météorologues firent leur prochain contrôle. Cela n'a duré que quelques minutes, probablement entre 3 et 5 minutes. Maintenant, pour être juste, les services météorologiques d'Environnement Canada considérèrent ce pic comme une erreur de mesure, mais beaucoup de personnes dans les environs rapportèrent avoir ressenti une vague de chaleur soudaine, mais temporaire à ce moment précis. Ce qui suivit fut un grondement atmosphérique bas, semblable au tonnerre, mais avec un ton plus doux et moins fluctuant. Aucun nuage de tempête n'était présent à ce moment-là, et aucun avion n'avait été signalé dans les environs. Malgré cela, le groupe B continua sa montée, avec ma mère à ses côtés. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, ils se retrouvèrent seuls. Ils purent voir les traces du groupe A
tout le long du chemin menant au sommet, mais ces traces s'arrêtaient là. Il n'y avait aucune trace menant en bas et aucun signe de quelqu'un étant tombé par-dessus le bord. Il n'y avait aucun indice sur leur disparition. On supposa que leur talkie-walkie était tombé en panne de batterie, et comme ma mère et le guide avaient été laissés avec le seul talkie-walkie de rechange, ils ne purent répondre. Les enquêteurs supposèrent qu'ils s'étaient perdus dans les bois, et qu'ils n'avaient jamais atteint le sommet, et que toutes les traces trouvées appartenaient au groupe B. Dans tous les cas, 15 randonneurs disparurent ce jour-là et ne furent jamais retrouvés. J'ai souvent demandé à ma mère de me raconter son côté de l'histoire, pour m'éclairer sur des détails que j'aurais pu manquer, ou des choses qui n'avaient pas été rapportées, mais elle refuse d'en parler. Elle change de sujet ou fixe un point dans le vide, jusqu'à ce que j'arrête de poser des questions, ce qui est très inhabituel pour ma mère. Il n'y a eu qu'une autre chose qui l'a poussée à réagir de cette manière, les pieds. En 2007, des pieds humains, principalement des pieds gauches, commencèrent à échouer sur les côtes de la Colombie-Britannique. Personne ne sait d'où ils viennent, ni à qui ils appartiennent. C'est l'un de ces mystères étranges non résolus dont on parle rarement. Quand ma mère en entendit parler, elle devint aussi silencieuse qu'une tombe. Vous ne penseriez pas que ces pieds aient un lien avec cette histoire de toute manière. Le mont Robson se situe à l'est de la Colombie-Britannique, loin de la côte, à la frontière de l'Alberta. Vous pourrez penser qu'il n'y a aucune connexion, mais vous ne penseriez pas non plus qu'autant de gens portent des chaussures de randonnée haut de gamme avec des chaussettes vert fluo.